Coucou, on va parler de jeux de tarot aujourd'hui. J'avais envie de faire cette vidéo suite à l'acquisition de mon tout dernier jeu de tarot qui est le Nameless One qui m'a été offert par le Roi de Coupe. Le Roi de Coupe qui est une boutique indépendante de jeux de tarot, je te mettrai le lien en dessous de toute façon. Et en fait, j'avais voulu ce jeu parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux de Xia Hunt, qui est la créatrice, que j'adorais le Children of Lita, que je possédais déjà et qui est du même auteur, donc ça me donnait envie d'acheter son prochain jeu. Et puis, donc voilà, c'était avant tout une impulsion, je trouvais que les illustrations avaient l'air complètement magiques, basées sur des sigils. Et en fait, quand j'ai eu le jeu en main, quand donc Nicolas du Roi de Coupe me l'a apporté et que je l'ai eu dans les mains, il y a deux cartes qui ont fait, enfin, qui m'ont réellement bouleversée. Et je vais te les montrer ici. C'est deux neufs à chaque fois. Donc il s'agit du 9 d'épée. Je vais être sûre que je te montre le bon neuf. Ce 9 d'épée, il m'a particulièrement bouleversée parce que, en fait, ça décrit souvent une carte d'angoisse ou de cauchemar. Et effectivement, on a un personnage qui est couché dans le lit, mais là, le personnage est un squelette et le cauchemar est représenté par une espèce de bête hurlante, une espèce de gargouille vivante qui est en train de lui crier dessus. Mais tout ceci n'est qu'un rêve. Mais en même temps, est-ce que tout ceci n'est bien qu'un rêve? Donc il y avait tout ça qui remontait avec cette carte que j'ai trouvée mais tellement percutante. J'ai vraiment marqué un arrêt sur la carte. Et l'autre carte sur laquelle j'ai marqué un arrêt, c'est le 9 de bâton. Parce que ça représente la maison en pattes de poule de Baba Yaga, protégée par des crânes. Là, pour le coup, par 9 crânes, comme 9 bâtons. Mon enfance a été marquée par l'histoire de Vassilissa et la poupée magique. Tu peux retrouver cette histoire expliquée et travaillée dans le livre Femmes qui courent avec les loups de Pinkola Estés. Attends. Si tu es intéressé par tout ce qui est intégration des contes et des mythes à notre vie symbolique, ce livre-là est un must-have. J'en ai jamais parlé en fait sur cette chaîne, mais ça fait fort longtemps que je le possède. Femme qui court avec les loups de Pinkola Estés, Clarissa Pinkola Estés. Et du coup, elle parle aussi là-dedans du conte de Vassilissa avec la poupée magique représentant une forme d'intuition de Vassilissa, mais bref, à la maison... donc on avait le livre de Vassilissa, j'avais aussi, je ne sais pas si tu connais cette œuvre en musique classique, les tableaux d'une exposition, et il y a une des musiques que me faisait écouter ma mère et qui m'enthousiasmait et qui en même temps me faisait un peu peur, c'était la musique de Baba Yaga, et le titre s'appelle La maison à pattes de poule, la maison à pattes de poule. Et je retrouve cette même impression ici. Donc tu vois, c'est fortement teinté de mon histoire personnelle aussi. La raison pour laquelle j'ai accroché tout de suite avec ces cartes-là de façon très très forte. Et en fait, j'avais déjà envie de te montrer ça. Déjà, ce qui m'avait tout d'un coup saisi dans ce jeu. Mais au-delà de ça, je me suis dit que ça valait sans doute le coup de te le montrer pour quasiment tous mes jeux. Là où ça avait accroché les cartes qui m'avaient particulièrement plu. Pourquoi j'ai envie de te raconter ça aujourd'hui? C'est parce que je pars vraiment du principe que quand on arrive à entrer en résonance émotionnelle, affective avec nos jeux, quand on arrive du coup à se lier intimement avec nos jeux, à y mettre soit de nos émotions, de nos impulsions ou même de notre histoire, à ce moment, enfin, si on comprend ce qui nous accroche avec un jeu en particulier, à ce moment-là, ça devient beaucoup, beaucoup plus aisé de s'en servir comme tremplin intuitif. Pour moi, la clé de la compréhension profonde d'un jeu de tarot est le fait aussi de pouvoir délivrer des lectures percutantes et inspirantes avec un jeu. Ça part d'abord du fait de savoir se laisser toucher au cœur vraiment par les cartes de tarot en entier du jeu et certaines cartes en particulier. Tu vois, comme si tu t'adressais à une famille, il y a forcément des personnes d'une famille avec lesquelles tu vas plus s'accrocher, avec lesquelles tu vas développer un lien peut-être plus fort, plus intense, plus intime, et d'autres où ce sera peut-être plus lointain ou peut-être plus indifférent. Et c'est la même chose pour moi avec les cartes d'un jeu de tarot.
Si t'es intéressé toi pour justement développer cette compréhension intuitive du jeu de tarot et non pas seulement, tu vois, connaître la signification classique des cartes et travailler juste sur un apprentissage de ce que sont les cartes, mais vraiment créer ce lien intuitif pour pouvoir ensuite faire des lectures de tarot qui ont vraiment du sens, tu vois, qui veulent dire quelque chose à la fois pour toi, à la fois pour ton consultant, si tu envisages d'avoir des consultants. Je te propose le module 1 de mon cours Initiation au tarot intuitif. L'initiation au tarot intuitif, c'est vraiment un cours complet sur l'apprentissage du tarot et sur le fait de savoir intégrer à sa vie, à soi le tarot, tu vois, se l'approprier réellement. Et je t'offre le module 1 gratuit, comme ça peut te donner un avant-goût et voir si effectivement mes méthodes d'apprentissage sont faites pour toi, si ça résonne avec toi. Bref, ça te permet quelque part de tester le produit avant de t'investir complètement dans cette méthode. J'ai classé mes jeux en plusieurs catégories parce qu'il y avait des jeux comme effectivement là, le Nameless One, où c'était évident qu'il y avait certaines cartes pour moi mais qui sortaient du lot avec beaucoup de force. Et il y a des jeux où j'hésitais, où mon attention n'était peut-être pas focalisée sur une ou deux cartes, mais sur plutôt une énergie d'ensemble. Et du coup, j'ai un peu fait deux groupes de jeux par rapport à ça. Donc, le Nameless One, tu l'as vu, je te l'ai dit, c'était les deux neufs, épée et bâton. Je te montre maintenant le Line Strider Tarot, qui est jeu du funambule en français. Du funambule ou de l'équilibriste, je me souviens jamais, étant donné que j'ai la version anglishophone. La carte qui m'a le plus plu là-dedans, c'est, enfin pas le plus plu, mais où je me suis dit, punaise, c'est une lecture particulière. Et en fait, ça m'a ouvert le jeu à une autre perspective, qui était une perspective humoristique. Au départ, quand j'ai acheté ce jeu du Line Strider Tarot, c'était pour son côté dépouillé, aquarellisé et la finesse des dessins. D'accord? Mais c'était pas pour son humour et c'était pas non plus pour avoir un ton particulièrement décalé. Je le trouvais pas décalé, je le trouvais merveilleusement beau et fin. Et quand j'ai eu le jeu enfin entre les mains, j'ai vu ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, de façon habituelle, c'est une carte de satisfaction, de fierté, d'avoir peut-être réussi son coup, d'être fier de ses possessions aussi, de ce qu'on a, de son entourage. C'est vraiment, tu vois, on est assis dans sa situation et on peut pleinement la goûter. Et là, ce qui représentait le fait d'être assis pleinement dans sa situation et de pouvoir la goûter, c'était d'être le chat et d'avoir enfin réussi à bouffer cette saloperie de canari. Et j'ai tellement aimé cette lecture complètement en décalage que honnêtement, j'ai jamais vu, j'ai plus jamais vu aucun 9 de coupe qui ressemble à ça. Je trouve ça tellement bien vu, je trouve ça tellement fin. Bref, c'est la carte que je retiens de ce jeu de tarot. Ensuite, je te montre le Hush Tarot. Le Hush Tarot, attends, où est-ce que je l'ai mis? Oui, il est là. Je l'ai acheté quand, avec mon chéri, on venait tout juste de s'abonner à Netflix. Et la première série que j'ai regardée et que j'ai regardée avec beaucoup d'intensité, et c'était trop bien, c'était la série des 100. C'était les 100. Donc je ne sais pas si tu connais les 100. C'est sans doute un peu passé de mode, mais c'est... la Terre n'est plus vivable, elle a été complètement irradiée. Du coup, il y a des colonies humaines qui sont formées dans des vaisseaux, dans l'espace, et ils envoient 100 jeunes et 100 jeunes délinquants qui sont normalement emprisonnés, et on les envoie pour recoloniser la planète et surtout pour voir si elle est encore viable ou bien si clairement, quand on atterrit, on meurt, quoi. Et je me suis vraiment investie dans cette histoire-là. La série me plaisait énormément et je tombe sur les images du Hush Tarot, qui est un univers très particulier. Et je me demandais depuis un petit moment si tu vois, si j'allais investir dans ce jeu qui est quand même... qui a une énergie assez particulière et qui est très en décalage aussi des jeux plus traditionnels. Et là, je regarde un petit peu les images sur Google, et je tombe sur cette image du 2 de coupe qui, je ne sais pas si tu as vu la série des 100, mais la femme avec les cheveux sombres qu'il y a sur cette carte est un portrait de Abby, qui est un des personnages forts de la série des 100, et la jeune fille blonde pouvait représenter Clark, qui est l'héroïne
de la série Les 100. Et les deux ensemble, enfin ça m'a fait vraiment... Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Moi qui suis tellement à fond là-dedans, je vais acheter le jeu. Et quand j'ai acheté le jeu, en plus, alors déjà non, je n'ai pas du tout été déçue par l'image en elle-même. J'ai acheté le jeu littéralement pour ce 2 de coupe. Tout ce que raconte en fait ce jeu, ça semble être... Ça a un goût de fin du monde. Ça a un goût d'une guerre entre peut-être des tribus humains, animaux, beaucoup d'oiseaux disproportionnés par rapport à la taille des humains. Là, t'as le Minotaure avec Ariane et son fil. Il y a beaucoup d'images un peu guerrières, un peu fin du monde, un peu, pas steampunk, mais plutôt un peu gothique parfois. Et ça correspondait tellement à ce que j'avais perçu aussi de la série que j'ai super accroché avec le Hush Tarot. Le Hush Tarot, juste, je ne le recommande pas à tout le monde parce que franchement, c'est pas un jeu pour débutants. Il est vraiment un peu trop loin des traditions. Mais, alors, si tu veux un jeu un peu goût de fin du monde, survie de l'humanité sous des formes hybrides aussi, c'est un très bon petit jeu. Ah, le Lost Forest. Attends, le Lost Forest Tarot. En fait, le Lost Forest Tarot, je l'ai pas acheté, je l'avais acheté sur Kickstarter quand il a été lancé. Ça représente une forêt un peu fantastique. Et des fois, les habitants qui vivent dedans, mais des fois, il y a des renards, des licornes, des choses comme ça. Mais c'est assez rare, c'est surtout paysager. Il y a des poissons. Et je l'avais aussi pris... Alors déjà, les images me plaisaient énormément. Et là, tu ne vas pas le voir et je vais pas te le montrer ici, mais les images forment enfin, les suites numérotées forment... Les dessins s'enchaînent à la suite, en fait. Ça fait qu'un seul dessin en long quand tu les mets les unes à côté des autres, les cartes. Donc j'aimais beaucoup cette approche-là. Mais les cartes qui m'ont séduite, tu vois, l'univers est assez féerique, mais aussi assez brut. Tu sens que c'est une forêt, oui, certes féerique et très belle, mais qui a aussi du danger. Et là-dedans, alors je ne sais pas si tu vas bien voir les cartes, honnêtement. Il y a ces deux cartes du 6 de terre et du page de terre qui représentent honnêtement le même type de petit personnage. Tu vas mieux le voir sur le page de terre. Mais il y a une espèce de tout petit elfe. Et il est tellement mignon. Et tu vois, il est même pas très visible dans la carte tellement il est petit. Et il a l'air tout gentil. Et on le retrouve aussi là sur ce 6 de terre. Tu vois, t'as un tout petit personnage ici avec ses yeux jaunes qui est par terre et il est observé par les autres qui sont dans l'arbre au-dessus. Et en fait, je m'attendais pas à trouver un jeu mignon, tu vois. C'était effectivement un jeu féerique et mystérieux. Et je tombe sur ces petits trucs tellement choupis. Et donc j'étais... Ah là là. Je pense que ce page de terre, c'est pas forcément pour sa signification, mais c'est vraiment pour ce petit personnage. Ah, je fonds complètement. Antique Anatomie Tarot, qui s'appelle en français, enfin qu'on a rebaptisé en français du nom absolument fadasse, du tarot du bien-être, voilà, qui n'a rien à voir avec la choucroute qui est dessinée dedans, qui est plutôt, effectivement, il y a des images d'anatomie et des images de potions, ça fait très début 19e, la façon de soigner et tout. Et la carte là-dedans, je te montre déjà un tout petit peu les cartes, pour que tu saisisses un peu l'ambiance du jeu. La carte qui m'a... c'est la carte de la papesse, qui représente un crâne d'enfant, tu vois, avec les dents de lait qui sont prêtes à tomber, les dents définitives qui sont encore dans la mâchoire, et ces fleurs dans le crâne. En fait, ce jeu, je l'ai acheté à une personne qui est venue à la retraite, l'expérience tarot. Et du coup, c'était un jeu dont j'avais souvent vu les images en ligne, qui me faisait déjà envie. Et donc, je le vois et je le feuillette et je fais « Oh mon Dieu, mais il est trop beau, mais je crois que je vais le prendre et tout ». Et là, il y a Sylvie de Papote et Lunaison, qui était là à cette retraite tarot-là, qui me dit « Mais attends, mais t'as vu l'image de la papesse ?» Et elle s'approche de moi et elle me sort du jeu l'image de la papesse. Et j'ai fait « Ah, ok, bon bah je vais le prendre, le jeu, quoi. » Et j'ai pris le jeu. Le Urban Tarot, qui est un jeu effectivement très urbain,
très sec. Il y a une tension agressive dans ce jeu. D'ailleurs, je m'en suis servie il y a quelques mois pour un tarot challenge. Donc, j'ai cheminé tout un mois avec ce jeu en faisant des tirages tous les jours avec ce jeu. C'était un peu lourd au niveau atmosphère pour moi. Ceci dit, c'est un jeu que j'adore, un jeu qui m'est cher et que j'ai choisi soigneusement. Enfin voilà, je l'ai contemplé longtemps avant de l'acheter effectivement. Et la carte qui fait vibrer mon cœur, on va dire ça comme ça, c'est le diable, qui est le dealer du coin, enfermé dans les toilettes. Et il a une badasserie complètement incroyable. Il y a ce côté à la fois crade et repoussant du diable. Et le côté où tu te mets quand même à genoux devant lui, tu vois. Il y a ce côté à la fois repoussant. Il y a même un truc, ouais, sale, effectivement. Et un côté hyper sexuel, un peu androgyne, là aussi avec les cheveux longs. J'ai vraiment, mais plus qu'accroché avec cette carte. Je ne sais pas si tu comprendras mon point de vue. Mais bref. Le New Immortals que j'ai aussi eu sur Kickstarter. Attends, hop, le New Immortals. Ah bah je n'ai pas trié le jeu. D'habitude j'avais sorti, pour les autres jeux j'ai sorti quand même les cartes en avance. Le New Immortals, je l'aime énormément parce qu'il est vraiment en décalage. Alors vraiment en décalage. J'ai l'image derrière moi du diable du New Immortals et de la reine de bâton. Il est très... Enfin, je te montre un petit peu, tu vois, ça décrit 4 univers différents selon les suites, comme toutes les suites, mais c'est 4 parties du monde différentes. Je m'interromps, il y a un avion. Hop, du coup, j'ai pu retrouver ma carte, la carte que je voulais te montrer dans ce jeu qui est très particulier. Il y a une certaine douceur dans ce jeu, tu vois, ça par exemple, c'est la carte de la tour qui n'est pas, qui évoque pas vraiment la destruction comme la plupart des cartes de la tour. C'est aussi un peu en décalage par rapport aux traditions comme jeu. Mais bref, la carte... Alors, pour le coup, je ne pense pas que ce soit ma carte préférée parce que elle fait remonter un certain dégoût chez moi, mais qui m'a le plus marqué dans ce jeu-là et sur laquelle je sens que j'ai encore besoin de cheminer, c'est la carte de la mort. C'est la carte de la mort parce que dans tous les autres jeux, la carte de la mort évoque à la fois une grande destruction et à la fois un renouveau possible. Et c'est souvent une carte qu'on vit comme de la transformation ou une transition ou de devoir laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. Et dans cette carte de la mort qui représente une tête qu'on a décapitée et qui est en train de pourrir littéralement, j'ai l'impression de vraiment sentir l'odeur d'un corps en décomposition. Il y a vraiment, c'est pour moi une carte de charogne plus qu'une carte de décès. Et elle me fait tellement horreur parce que j'arrive pas à voir le positif là-dedans. Il n'y a pas de genre ton corps repart à la nature et peut nourrir les plantes. Non, c'est juste dégueu, d'accord? Et du coup, elle me met en bug cette carte. Je sais pas si c'est ma carte détestée ou si c'est ma carte favorite parce qu'elle me permet de voir des choses que j'ai peut-être pas envie de voir chez moi. Mais bref, des fois, les cartes sur lesquelles on accroche, c'est juste des cartes qui nous font profondément réfléchir. Maintenant, je te montre le jeu pour moi, c'est le Wild Unknown, qui est le jeu avec lequel j'ai le plus cheminé dans mon apprentissage du tarot, dans ma compréhension du tarot. Du coup, en fait, ça a été compliqué pour moi de dire vraiment... Enfin, non, après 3 secondes de réflexion, c'est venu. Mais parce qu'en fait, c'est un jeu avec lequel j'ai tellement cheminé que, en fait, toutes les cartes, je me les suis appropriées très personnellement. Derrière chacune des cartes, il y a une de mes histoires à moi, ou un de mes sentiments à moi, ou une personne. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très lié à moi, à qui je suis. Ça rend la lecture extrêmement fluide, mais des fois, ça handicape la lecture parce que j'ai du mal justement à m'extraire de ces expériences très personnelles. Mais j'ai choisi le père de bâton. Les personnages de la course sont représentés par différents types d'animaux et pour la suite des bâtons, ce sont des serpents. Et j'ai choisi donc ce père de bâton parce que pour moi, c'est la carte qui représente mon mari. Il y a de nouveau un avion. Et pour moi, le roi de bâton en général dans les jeux est la carte qui va représenter mon conjoint sagittaire. Et, mais celui-là, je
je reconnais particulièrement mon mari qui est à la fois, il est assez fin, tu vois, comme homme, et en même temps, il y a un côté fier, un côté dressé, un côté je te montre, tu vois, un côté un peu arrogant que je retrouve bien dans particulièrement ce roi de bâton. Donc j'ai vraiment assimilé ça à mon homme et du coup je suis amoureuse de cette carte. Et j'ai beaucoup, je voulais juste te les montrer, j'aime beaucoup la roue de fortune qui est, voilà, tu peux pas démêler ton destin, c'est incompréhensible pour soi, même s'il y a ça un ordre caché. J'aime beaucoup cette roue de fortune. J'aime aussi la carte de la mort qui pour le coup est aussi une carte de décomposition, mais là j'ai bien ce retour à la nature, tu vois. Et parce que ça me marque aussi mais parce que voilà, j'ai l'habitude aussi de temps en temps de voir vraiment des oiseaux et notamment des oisillons qui peuvent être tombés du nid, qui peuvent être décédés. Donc quelque chose, ça implique bien cette idée cyclique de la vie et de la mort pour moi. Le tarot initiatique, qui est un Marseille dessiné par Arnaud Malherbe. C'est surtout bien sûr les majeurs là qui sont importants, mais alors j'ai aussi un peu hésité avant de te présenter ça, mais honnêtement la carte qui a vraiment fait déclic pour moi, après c'est un jeu qui m'a été offert par Arnaud, hein, mais qui a fait que je me suis dit oh mais ce jeu doit être formidable, c'est cette image là qui est Tempérance, qui ressemble vaguement à Blanche-Neige de Disney. La vision décalée de Tempérance quoi. Et après, par extension, en fait, ce qui me plaît dans ce jeu, enfin là où le point d'accroche pour moi, ça a été mais la badasserie de tous les personnages, tu vois, de l'ambiance. Tous ont un aspect un peu séduisant, film noir. Tu vois, il y a la reine d'épée qui est en mode un peu Basic Instinct, quoi, Sharon Stone. Même l'étoile est sexy. Alors que d'habitude, l'étoile, certes, est nue, mais c'est pas censé représenter quelqu'un de sexy. J'ai hésité avec l'impératrice, qui est aussi purement badass, qui me fait penser à Morticia dans la famille Addams. Bref. Jeu dont on doit souligner la badasserie des personnages humains. Le True Black Tarot, je l'ai acheté au départ et puis après, je l'ai eu dans les mains et ça m'a conforté dans mon choix pour là aussi, c'était pas badasserie, c'était sexitude des personnages. Tous les personnages, arcanes majeurs, personnages à cour, qui sont représentés sont hyper sexy. Donc, eh ben écoute, hein, on va en profiter pour se rincer l'œil. Hein. Attends, je t'en montre d'autres. Tu vois, t'as la carte de la mort, quoi. Même la carte de la mort, voilà, c'est hyper sexy. Bon, au-delà de ça, ce que j'aimais, c'est que j'avais l'impression que tout est comme immergé sous l'eau. Et j'aimais beaucoup cette atmosphère d'immersion sous l'eau. Ça, c'est un truc que j'ai adoré dans le True Black. Bon, écoute, tu vas entendre les petits avions qui passent. Je pense qu'ils font une sortie spéciale à l'aérodrome près de chez moi. Et du coup, ils sont tout contents. Oh. Et je vais quand même continuer à faire ma vidéo parce que, d'abord, mais dans le True Black, la carte qui m'a spécialement fait « Ah mais ouais !» c'est la roue de fortune qui s'appelle Destiny ici. Et qui est super particulière, qui représente un homme à multibras et qui est en train de tisser un cercle, sa propre tête. Il n'a pas de réelle tête, mais on retrouve cette idée du métier à tisser de la vie qu'on a aussi dans le Wild Unknown que je viens de te montrer. Et ça me laisse tellement perplexe comme image, je trouve ça tellement profond. De qui est-ce qui tisse, de est-ce que c'est nous qui tissons, de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le comprendre, si c'est nous qui tissons en plus. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Et puis, je voulais aussi te montrer la carte du diable, parce que j'aime particulièrement dans ce jeu aussi. Pour le coup, il est aussi sexy. Pour le coup, il est aussi badass. Il est très sorcier, je trouve. Voilà. Maintenant, je voulais te montrer les jeux où j'hésitais vraiment entre plusieurs cartes, ou quand c'était vraiment autre chose que j'allais retenir que une ou deux cartes en particulier. Déjà, le Elgoliath Tarot Deck. Honnêtement, toutes les cartes me plaisent à fond la caisse. L'image que je préfère, c'est sans doute celle qui est représentée ici et qui est peut-être la plus connue de ce tarot. Donc, je ne dois pas être la seule à accrocher dessus, qui est la force, qui est ce serpent dressé face à un lion qui lui hurle dessus.
Je trouve ça tellement beau. Mais je pense que pour moi, dans le jeu de Helgoliath Tarot, c'est autre chose qui me porte. Il y a l'aspect un peu chamanique du jeu que j'apprécie vraiment. Mais au-delà de ça, il y a vraiment... À force, je me suis mise à parler avec Helgoliath. Il a aussi une chaîne YouTube. On papote de temps en temps sur Instagram. Et du coup, c'est son visage à lui qui est venu remplacer une espèce de carte emblématique. Tiens, il ressemble à ça. Il y a vraiment sa personnalité à lui que je reconnais dans le jeu et dans ce qu'il peut dire en général. Et du coup, c'est ça qui vient marquer plus qu'une carte en particulier. Marielle Tarot, franchement, c'est un des jeux... Alors, ça fait longtemps là que je m'en suis plus servi. Il est un peu en retrait, mais hors de question que je le redonne un jour, ce jeu-là. C'est un de mes jeux de cœur, c'est un des jeux fondateurs pour moi aussi, de ma pratique, de mes réflexions. Mais en fait, il est tellement profond et tellement divers que je pouvais pas choisir une carte en particulier, donc j'ai quand même décidé de t'en montrer quelques-unes. Déjà, les 4 As qui représentent la symbolique des 4 animaux ou symboles qu'on voit normalement au coin de la carte du monde, à savoir le taureau, qui est représenté ici par le minotaure, à savoir l'aigle pour les épées, à savoir le lion à double tête ici, et à savoir l'ange ou le porteur d'eau qui tient contre lui un serpent de la Kundalini là. J'adore le 2 de bâton qui ouvre, enfin c'est une carte d'ambition et d'aller de l'avant tu vois, mais ça ouvre sur un monde complètement inconnu ici. Le 3 de denier qui est le travail en équipe et qui pour le coup est la fondation de la famille. Elle est tellement belle cette carte. La carte de la force qui est sans doute à mon sens la plus belle du jeu également. Savoir s'asseoir sur son lion et en faire aussi une forme de force sexuelle. La carte du magicien qui est tellement ténébreuse, ça fait très penser à l'histoire sans fin quand Atreyu va rencontrer Morla. Et les cartes, attends, je te les mets dans le bon ordre, de la lune et du soleil qui se répondent l'une à l'autre. Ce jeu est fantastique. Le Shadowscape Tarot, je n'ai pas de carte en particulier, c'est juste un jeu qui est vraiment, vraiment très fin. Vraiment, vraiment très beau. J'y reviens à période régulière et je le montre assez peu dans mes photos, dans mes vidéos, parce que les dessins sont bien trop fins et pastels pour pouvoir être exploités correctement face caméra. Le Cosmic Cycles Tarot, j'ai pas non plus de carte de préférence. Ça ressemble un peu à un dessin animé ce jeu-là. Il est magique, il est très très ancré dans quelque chose de très quotidien. Quelque chose de finalement assez peu ésotérique. J'ai adoré la carte de la mort avec cette personne qui se transforme en se coupant les cheveux, la roue de fortune sous forme de billet de loterie, hein, et le 10 d'épée qui représente le fait de se faire harceler sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi de temps en temps une vision décalée que j'ai beaucoup appréciée. Après, ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu-là, c'est qu'on est face à tout un set de personnages en fait, qui se répondent les uns les autres, qu'on retrouve dans les personnages de la cour, qu'on voit évoluer à travers différents stades dans le jeu. J'ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur tous les personnages de ce jeu-là. On dirait vraiment qu'on est face à une série ou un film ou un dessin animé avec des personnages multiples qui vont interagir entre eux. Et en fait, le fait de connaître le jeu dans son ensemble aide à mieux appréhender chaque carte de façon individuelle. Le Mysticious Tarot, que je te montre assez régulièrement ces temps-ci, féerique, rêveur, décollage, un petit peu début du 19e aussi, mais pas de carte en particulier qui se détachait. J'adore l'ambiance de ce jeu. Pareil pour le Heart and Hands que je montre facilement, pour le coup face caméra ça passe carrément bien, parce que les images sont très noir et blanc, très brutes, très marquées. J'ai aussi aimé pour le côté doodle, pour son ambiance, pour le fait que ça va toujours très droit au but, mais pas non plus de carte en particulier qui m'a particulièrement renversée. Le Tarot of the Magical Forest, là non plus, pas de carte en particulier à te montrer. Tu sais, c'est les petits animaux mignons,
Mais par contre, justement, moi, ce qui me touche là-dedans, dans ce jeu, et ce que j'ai préféré dans ce jeu, c'est là où on a en général un animal qui a les yeux tout écarquillés, avec un air d'être pris sur le fait. Je suis le magicien. Et tu m'as surpris en plein tour de magie. Attends, il y en a où ça me parle, mais le 8 de denier, je bosse. Et tu m'as surpris en train de bosser. On a, pareil, hein, tu vois, t'as le chevalier de bâton, pardon, le page de bâton. Je l'adore. Oui, voilà, attends, le 5 de coupe. Oh, tu m'as surpris en train de chialer, tu vois, sur mon pauvre petit sort. Et bref, ce coup des yeux ronds de lapin pris dans les feux du phare, là, ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Et enfin, il y avait le Children of Lisa, qui est un jeu que vraiment j'aime énormément, mais je crois que j'accrochais surtout par rapport à la finesse des dessins. Je trouve juste, mais tellement beau. Je me suis demandé à un moment, je trouve que l'impératrice est extrêmement sensuelle, tu vois, avec cette grenade qu'elle tient dans les mains, elle me fait penser à de la masturbation, cette carte, il y a vraiment, elle est très empreinte de sensualité. En fait, les cartes de l'impératrice sont souvent très orientées maternité ou très orientées sensualité. Pour le coup, c'est une carte de sensualité. Mais en fait, c'est pas... Dans d'autres jeux, je retrouve cet aspect hyper sensuel. Là, j'ai la carte dans le Lion Strider Tarot qui est aussi explicitement sexuelle. Celle dans le True Black aussi, on a aussi une pose un peu lascive. Donc, c'est pas spécialement ça. Il n'y a pas de carte en particulier qui me marque dans le Children of Lisa. Mais c'est quand même un jeu que... Waouh! Et j'ai fini... Ah non, attends! Bah, j'ai oublié dans ma liste, c'est le Good Tarot. Mais là, il y a une carte en particulier. En fait, quand je l'ai acheté, je cherchais vraiment un jeu avec une connotation peut-être un peu plus féminine. J'avais besoin de travailler sur un aspect féminin de ma vie. Et du coup, je l'ai acheté. Mais ce qui a déclenché l'achat, c'est que je me suis forcément interrogée sur la représentation des 4 reines dans ce jeu. Et je suis tombée sur la représentation de la reine de denier qui résonne particulièrement avec moi. Et j'ai acheté le jeu. parce qu'elle était tellement belle. Et enfin, j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, ah, s'il y a une carte qui doit me représenter et que c'est elle, ouais, d'accord, je suis d'accord, j'achète le jeu. Donc voilà. Je m'étais aussi demandé, tu vois, en faisant cette vidéo, si j'allais pas faire une version négative de cette vidéo, c'est-à-dire regarder dans chacun de mes jeux, quelle est la carte que je déteste, quelle est la carte avec laquelle j'accroche pas, quelle est la carte où je me dis, mais pourquoi la personne, elle a représenté ça comme ça? Parce que franchement, non. Il y en a en général dans les jeux, dans quasiment tous mes jeux, j'ai une carte où je suis en mode mais non, mais pourquoi t'as fait ça comme ça? Mais non. Et alors que moi, je voyais pas les choses de cette façon. Et c'est une carte avec laquelle je ne m'entends pas dans un jeu précis. Pas par exemple, je vais pas te dire, ah, la carte de la justice, pour moi, c'est difficile dans tous les jeux. C'est vraiment l'interprétation de l'auteur d'une certaine facette d'une carte. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur ce thème-là, parce que, bah voilà, je sais pas si t'aimes me voir blablater à ce sujet-là. Mais bref, je voulais te dire à toi, si toi, tu vois, t'es intéressé par le monde du tarot, par le fait peut-être d'acquérir de nouveaux jeux de tarot, peut-être que tu as encore du mal à te lier intuitivement avec tes cartes. Moi, ce que je veux, c'est que tu cherches dans les jeux que tu as déjà. Pourquoi est-ce que tu as acheté ce jeu? Pourquoi ce jeu t'a directement parlé? Ou pourquoi après son acquisition, ça s'est mis à te parler de façon pertinente? Est-ce que c'est à cause d'une carte? Est-ce que c'est à cause d'une ambiance? Est-ce que c'est à cause de quelque chose que tu n'avais peut-être pas perçu au premier abord? Parce que, comme je te l'ai dit, quand on arrive à se lier intuitivement avec son jeu, à comprendre vraiment ce qui accroche entre le jeu et nous, à ce moment-là, mais ça devient un tremplin comme ça pour notre intuition. Ça peut vraiment développer notre compétence en tant que lecteur de tarot. Laisse-toi toucher par les cartes. C'est ça qui fera le déclic entre toi et des super bonnes lectures, entre toi et la compréhension fine d'un jeu de tarot particulier. Et je m'arrête là-dessus avec toutes mes meilleures pensées pour toi et de joliment tirer les cartes chaque jour. Et je te fais plein de bisous et le tarot peut changer ta vie.